Et salut à tous, bienvenue sur TTP Podcast, un podcast off-season où on va parler d'un gros changement, on va dire un tremblement de terre dans le college football et la NCAA en général, hein, surtout. Moi je suis Robin, je vais t'accompagner de Maxence. Salut Maxence, comment ça va? Salut Robin. Et salut Baptiste, comment ça va? Écoute, ça va, il fait chaud, il fait beau, on se rapproche de la saison de college football, mais avant de parler de college football, on va parler quand même ce qui reste pour moi peut-être la plus grande nouvelle de l'histoire du sport universitaire américain. Ah, j'ai cru que tu allais nous parler de la descente administrative de Lyon. Ça Ah oui, commence, l'entrée de jeu, l'entrée de jeu, ça commence. Sachez qu'on a enregistré on est- cet épisode le lendemain. avant le lendemain de la décision officielle de la DNCG. On n'a pas encore eu l'appel. Enfin bref. Les gars, juste, est-ce que vous vous rappelez d'un temps que les gens de moins de 20 ans ne connaissaient pas, l'époque où les joueurs n'étaient pas payés? C'est fini. C'est fini maintenant. Il y a eu Tu dis moins de 20 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Non, on est bien d'accord. C'était il n'y a pas si longtemps. Ça avait vraiment Ça allait vite, évolué. Ça mine de allait rien. très très vite, mine de rien. En même temps, je pense que la puissance des réseaux sociaux, ça a mis un énorme coup avec de la visibilité accrue et surtout les athlètes qui ont pris de plus en plus de pouvoir avec les conférences également. Mine de rien, mais si on se fait pas forcément un plan rapide, mais une petite intro de comment c'était avant, pour peut-être ceux qui viennent de commencer à suivre et se remémorer le bon temps, on va dire, hein, le temps des sacs McDo où il y avait des liasses de billets, Tennessee. C'était le Pony temps où Express, c'était un peu caché. Mine de rien, avant, donc à la base, le football, le sport plutôt universitaire. Ouais, parce que c'est un épisode où on va parler de football, mais en vrai, ça va être beaucoup plus large, parce que là, on Oui, parle vraiment du sport universitaire. exact. Et au fond, comment ça se passe, c'est qu'à l'époque, la NCAA, donc qui était l'organisme qui est toujours l'organisme qui gérait le sport universitaire, que ça soit du football, du basket, féminin, masculin, peu importe. C'était comme son nom l'indique, une association de sport athlète, enfin de sport collégial, et les joueurs n'étaient pas payés puisqu'ils étaient amateurs. Et il y avait en contrepartie d'aller dans une université, c'était des bourses, donc des bourses d'études, parce que l'université, ça coûte très cher aux États-Unis. Donc de dire, en échange des 20 000 euros, 30 000 euros de scolarité, 30 000 dollars que tu pourrais payer en scolarité, tu viens jouer au football chez nous et c'est gratos, avec le logement, tout ce qu'il faut avec. Ça, c'était le cas jusqu'en 2014, 2015, 2016, même un peu plus, même un peu après, mais ça commençait à bouger avec forcément des joueurs qui voulaient plus que d'autres, parce que des stars, énormes stars, forcément, est-ce que tu as envie de recevoir la même bourse que le collègue à côté qui n'a pas joué une seule minute dans ton sport, et vice-versa, qui t'a pas non plus fait gagner. Et donc, ça a commencé à bouger. Bon, il y a des paiements qui ont été acceptés sous le manteau. C'est le moins qu'on puisse dire des différents deals. Et arrive 2000, il me semble que c'est 2021, les gars, si vous me confirmez bien. 2020. Ouais, C'est 2020, 2020. ça commence en 2020. Ouais. C'est 2020. Ce premier un peu tremblement de terre, c'est la NIL, donc Name, Image and Likeness, qui est le fait que les athlètes maintenant peuvent profiter de leur nom, de leur notoriété et de leur Pour être image. précis, ça commence en 2020 et c'est acté en 2021, la NIL. Tu me diras si je dis bêtises, Baptiste, pardon. Mais ça a pris un an, mais Non, non, oui, effectivement. c'est exactement ça. Après, effectivement, hein, mais c'est les conséquences de plusieurs, comme dit Robin, hein, de plusieurs événements. On peut mentionner quand même en fin des années 2000, c'était notamment l'ancien basketteur de UCLA, Ed O'Bannon, qui, en jouant à l'époque le jeu de college basketball qui existait de la part de Touquet, qui s'est dit, mais attendez, c'est moi dans le jeu et je touche absolument rien pour ça, il y a un problème quelque part. Et en fait, petit à petit, les consciences se sont réveillées en disant, mais en fait, on, on fait profiter notre corps et voilà nos talents à l'université contre aucun revenu. Et donc ça a commencé à poser souci. C'est pour ça d'ailleurs que le jeu de basket et le jeu de football s'est arrêté pendant un moment. C'est qu'en fait, voilà,
on s'était rendu compte que c'était pas possible de proposer un produit où c'était des vrais joueurs dedans et que c'était compliqué de contourner en disant oui, mais c'est pas les vrais joueurs, etc., etc. Enfin bref, du coup, on a fait pénitence pendant une quinzaine d'années avant le retour des jeux de NCAA, enfin pas le college basketball encore, mais en tout cas le college football. Mais voilà, il y a petit à petit des marches qui ont été franchies. Et effectivement, la plus grosse, c'est bien sûr le fait que la réforme de la NIL et donc la possibilité aux athlètes d'être payés en leur nom propre, et ça c'est hyper important, des sommes qui peuvent être parfois assez colossales. Puis ça, c'était quelque chose qui était mine de rien, on va dire, attendu pour les joueurs et surtout, c'était égalitaire d'un point de vue joueur. Il n'y a, y a que de la compréhension qui arrivait de l'affaire de la NIL. Au tout départ, on s'est dit, c'est évident. Ces mecs-là, ils sont limite dans des pubs, enfin, il y a des contrats télé qui sont négociés en fait avec leur image qu'ils n'utilisent pas. Il y a des maillots qui étaient vendus, etc. Puis ils touchaient rien de tout ça. Donc, mine de rien, le maillot numéro 2 de Johnny Manziel, quand il a été vendu à Texas A&M des millions et des millions de dollars, qui a touché rien dessus théoriquement, ou que, certes, il n'y avait pas son nom, mais il y avait le numéro 2 du quarterback, on sait très bien qui c'est. Et donc, globalement, c'était dû, on va dire, à l'époque, où on s'est dit, OK, c'est bien, c'est leur travail, c'est le fruit de leur travail, il faut qu'ils récupèrent quelque chose. Et c'est un peu le tremblement de terre qui a commencé à désolidifier la maison et qui, maintenant, la maison, ça tangue. Alors, si on peut préciser un peu d'abord sur ce qu'est la NIL, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment un système de rémunération assez particulier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, ce qu'on va parler derrière est un tournant. C'est parce que la NIL, c'était pas les universités qui payaient les joueurs. C'était des boosters, des gens fans de l'université, très très riches, qui payer les joueurs, il y avait du sponsoring, enfin c'était un peu de manière détournée. C'était pas les universités qui payaient les joueurs, mais globalement, c'était tout comme, on va dire. Si tu allais commit dans une très grosse université avec des très gros boosters, tu avais moyen de gagner plus d'argent en termes de NIL qu'en allant dans une petite université. Et du coup, le changement qu'on vient d'avoir il y a quelques semaines maintenant, début juin, c'est que désormais, ce sont les universités qui vont avoir le droit de rémunérer directement les athlètes. Et c'est ça la nouvelle révolution, et ce que dit Baptiste, la plus grande révolution de l'histoire de la NCAA. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, les athlètes, on va dire, sont quasiment des salariés de l'université. Alors, pas encore. En fait, Ouais. actuellement, un salarié, ça voudrait dire un salaire minimum, ça voudrait dire une protection sociale, ce qui n'est pas encore là. C'est que c'est un peu le futur de comment ça va se dérouler. Mais là, si on on a remis dans le contexte de la NIL, et maintenant, la NIL, c'était des parties extérieures à l'université. Donc, c'était des collectifs d'anciens, c'était des collectifs d'entreprises qui étaient proches ou peu importe, c'était extérieur à l'université qui pouvaient payer les joueurs. Ou même des grosses entreprises, Robin, on pense Oui. on pense aux pubs, je sais pas moi, Dr Pepper, des choses comme ça. Voilà, avant c'était impossible, maintenant ils pouvaient le faire. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, Queen Ewers, les pubs que vous voyez de Queen Ewers avec sur Dr Pepper, ça a été Shader fait possible. Sanders avec qui a été pas mal dans des pubs aussi. Ouais, exact. Et donc ça, c'était extérieur à l'université. Les universités incitaient fortement de dire, voilà, en fait, si tu veux qu'on gagne, il faut que tu mettes l'argent derrière. Mais c'était des collectifs de donneurs. Ouais, t'avais des deals. Viens chez nous et il y a ce gars-là qui va te payer, tu vois. Exact. Et c'était surtout des deals qui étaient très ambigus parce que tu pouvais pas signer un contrat disant, en fait, si tu viens chez nous, enfin, si tu viens à Oregon ou n'importe quelle fac, on va donner un contrat pour Nike ou pour à côté, puisque en fait, l'université a théoriquement rien à faire dedans. Donc, c'était très ambigu et il y avait un manque de protection des joueurs à la fois parce que certains joueurs réclamaient en disant, mais en fait, moi, on m'avait promis qu'en venant à Oregon, j'aurais eu 400 000 dollars de contrats publicitaires. C'était pas le cas. Je veux quitter la fac. Et donc ça, c'est des choses qui étaient bizarres parce que forcément, Oregon avait joué un intermédiaire dedans, mais les collectifs, ils n'étaient pas obligés de forcément valider ces choses-là, etc. Donc je pense qu'il y avait un flou aussi juridique
et financier. Et donc, à la suite de ça, il y a eu un dernier tremblement de terre, le dernier en date, c'était vendredi il y a 2 semaines, il me semble, où il y a un juge fédéral qui a donné son approbation finale à l'accord. Donc, c'est le procès, donc House versus NCAA, qui est le tournant majeur du sport universitaire de ces tous les temps, je pense, hein, on ne va pas se mentir, puisque maintenant, ça permet officiellement, pour la première fois, aux établissements de verser directement des paiements aux athlètes. Là où, avant, les athlètes devaient passer par des entreprises à l'extérieur qui n'étaient pas affiliées, enfin qui étaient affiliées, mais un peu de loin aux universités. Maintenant, les universités elles-mêmes peuvent payer les athlètes. Un peu comme si l'université est une entreprise, l'entreprise te paye, et il te paye, attention, pour ton nom et ton image. C'est qu'ils ne te payent pas pour ton sport. En fait, c'est que là, la différence, elle est là, c'est qu'ils ne sont pas censés te payer pour ta qualité sur le terrain. Ce n'est pas parce que tu es titulaire safety que tu es plus payé que le remplaçant QB qui a, au fond, 6 millions de followers, par exemple. J'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, c'est les universités qui peuvent récompenser les joueurs pour le nom, l'image et l'utilisation de tout ça, mais ils ne peuvent pas encore payer pour des performances sportives. La somme, est-ce que quelqu'un a la somme que les universités pourront payer ? Ouais. Oui, parce que c'était une des questions d'ailleurs que certains nous posaient sur Twitter. C'était est-ce qu'il y aurait l'instauration d'un fair play financier ou d'un salary cap ? Il y a une sorte de salary cap qui est mis en place, donc chaque université pourra dépenser 20,5 millions de dollars pour l'entièreté de son programme sportif. Après, c'est eux qui décident comment ils répartissent. Et cette somme est amenée à augmenter chaque année pendant les 10 prochaines années. Et il y a pas mal d'économistes qui estiment qu'on va largement dépasser les 30 millions de dollars d'ici quelques années. Donc voilà, c'est la somme, elle est là, elle est à 20,5 millions de dollars. Et puis l'année prochaine, on sera peut-être à 22, 23. En gros, ils ont calculé la moyenne des droits TV que chaque université touche à peu près pour donner cette somme. Alors, la différence avec un salary cap, je pense qu'il faut qu'on soit quand même très clair là-dessus, c'est qu'un salary cap dans les ligues professionnelles, toutes les équipes sont capables d'aller à ce salary cap. Ouais, c'est ça. Dans le monde NCAA, ça sera pas le cas. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ce salary cap, enfin en tout cas cette barrière de quasiment, on va dire, de 20 millions de dollars ne sera pas atteint par tous les programmes, ça c'est quasiment certain. Il y a des programmes qui peuvent déjà la dépasser en fait, mais il y en a, ils l'atteindront peut-être jamais de leur vie en fait. C'est un peu le problème qui va arriver, mais on va en parler. Ouais. Sachant que voilà, il faut se dire que les 3/4 devraient aller pour l'équipe de foot dans les facs qui ont une équipe de foot voilà, de ce montant-là. En tout cas la première année, après effectivement il faudra voir comment ça évolue. Et voilà, donc pour un petit rappel aussi, pour les gens qui n'auraient pas forcément suivi, ce fameux House versus NCAA, en fait, c'était un ancien athlète d'Arizona State, il me semble, un nageur, pardon, un nageur, pas Léon Marchand, mais House, un ancien nageur d'Arizona State qui avait porté plainte contre la NCAA, ainsi qu'une basketteuse d'Oregon, il me semble, Robin, c'est Donna Prince qui était à Oregon en 2020 justement, qui avait fait elle avait pris vraiment beaucoup d'importance. Elle en avait déjà quand même pas mal de followers, mais elle avait pris beaucoup d'importance lors de la March Madness où elle avait montré qu'au même endroit, parce que les hommes et les femmes jouaient au même endroit dans je sais plus quelle bracket. Et en fait, la salle de musculation des hommes était super fournie avec tout ce qu'il fallait, et la salle de musculation des femmes, c'était un tapis de yoga et 2-3 haltères. Et en fait, c'était juste caché par un rideau. Enfin, c'était un rideau qui séparait les deux salles. Et elle avait dit, mais en fait, c'est n'importe quoi de faire ça. Et notamment, il y avait eu des répercussions sur ce qu'on appelle le Title IX, qui est une loi américaine qui a pour but de donner une égalité des chances entre les athlètes féminins et masculins. Et donc là, notamment, ce que Maxence disait au départ, les universités auront 20 millions à donner par année et de dire les 3/4 ils vont être donnés au football. En fait, il y a des répercussions légales aussi si tu ne donnes pas la même somme aux hommes et
aux femmes qui est demandé dans la loi et qui donne 3/4 au football, bah en fait, c'est que ton Title IX, il n'est pas respecté, donc tu t'ouvres à des poursuites. Donc je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler. Ouais, il va y avoir des espèces d'arrangements, des rêves, enfin, ça va être la jungle. Ouais, ça va être la jungle. Et Baptiste, tu disais pour House et NCA, ça venait de ces deux Prince. Alors, il y a une autre question qui peut être posée. Ça n'empêche pas des collectifs NIL de continuer à payer des joueurs, sachant quand même que si les paiements sont au-dessus de $600, ce qui risque quand même d'être assez régulier, il faudra passer par une société qui s'appelle Deloitte qui va en fait mesurer si le contrat est valable ou pas. Donc ça pourrait avoir plusieurs conséquences. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, mais voilà, les collectifs NIL peuvent continuer à exister de façon tout à fait légale, mais ça sera un peu plus encadré parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y a les entreprises, j'ai presque fait un lapsus. Les facs, certaines facs ont payé énormément d'argent pour monter leur roster. On pense aux Buckeyes, champion en titre. On parle de 30 millions de contrats entre guillemets NIL sur la saison. Texas Tech, il y a des chiffres de 50 millions sur l'ensemble du programme qui en sont sortis. Donc voilà, ces programmes-là sont toujours en capacité de demander à leurs boosters de rallonger entre guillemets le chèque pour compléter, mais ça sera un petit peu plus encadré. Voilà. Ouais, en gros, ce qu'il faut retenir pour les athlètes, c'est qu'il y a 20 ans, tu ne pouvais pas être rémunéré pour ce que tu faisais au sein de l'université en tant que sportif. Et aujourd'hui, bah, tu vas avoir plusieurs sources de rémunération qui vont arriver, donc directement depuis l'université, et puis la NIL qui a déjà été installée depuis 2021. Donc, le statut d'athlète amateur est enterré, même si certains resteront amateurs au sein des programmes sportifs, mais en tout cas, les gros noms et les joueurs les plus en vue, c'est sûr, maintenant c'est acté, ça n'existe plus. Et là, les gars, je pense que ça pose une question également de qu'est-ce qu'ils vont devenir les joueurs moyens ou les walk-on en fait, qui font l'âme d'un programme. Il y a déjà certaines facs qui ont annoncé supprimer leur walk-on. C'était le cas de Nebraska ou il me semble, non En fait, il n'y aura plus légalement. En fait, donc actuellement, on est à 85 joueurs sur scholarship et les rosters font 105 places. Donc il y a 20 walk-on, voilà, pour schématiser. Avec la nouvelle réforme, il n'y aura plus de walk-on, il y aura 105 joueurs sur scholarship, mais plus de walk-on. Donc, des joueurs sur scholarship, ça veut dire quand même l'obligation de leur payer une bourse et de faire profiter de on va dire, de ce partage des ressources, ce qui en soi est une bonne chose, mais qui, en fait, vous perdez 20 joueurs que vous payez pas pour caricaturer un petit peu. Et ces nouveaux dépenses-là vont entraîner quand même auront des répercussions sur l'ensemble des programmes sportifs, pas simplement du foot, mais plutôt sur les petits programmes qui tournent autour. Voilà ce qu'on appelle, en fait, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les revenus sports et des non-revenus sports. Les revenus sports, c'est des sports qui génèrent de l'argent. Donc on pense au football, bien évidemment, au basket. Dans certaines facs, au softball aussi parfois. Enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. À la lutte, par exemple, pour le basket, qui génère un petit peu d'argent. Et à contrario, on a des programmes de sport qui ne génèrent pas d'argent, le tennis, voilà, je sais pas moi, le volley, enfin bref. Ouais, voilà, il y a même des sports genre tir à l'arc et compagnie. Voilà, qui existent, mais qui voilà, donc ils ont un coach qu'il faut payer, des bourses qu'il faut payer, etc. Eux risquent d'être touchés quand même très largement. Alors, on n'a pas encore d'exemples à vous donner, mais qu'on soit très clair, il y a certains, les échos qui ont été donnés, c'est que certains facs vont se dire, on va fermer ces programmes qui ne nous rapportent pas d'argent et qui nous en. Et à un moment où on est obligé, entre guillemets, de donner de l'argent à nos étudiants athlètes, et vont fermer, puisque en fait, ça sera une perte sèche dans un moment où ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent. Oui. Et donc là, ce qui amène, donc on a bien vu les différences de possibilités financières, ce qui amène la question sur le terrain. Enfin, avant le terrain, en vrai, revenons à la partie recrutement. C'est que si tu as une fac qui peut balancer 20 millions d'elle-même, qui ensuite s'occupe de la NIL comme Ohio State, qui eux peuvent dépenser 30 millions sur ton roster, tu arrives à des rosters qui finissent à
40 millions le roster. Et donc, forcément que Ohio State, Alabama, toutes les grosses facs, Texas Tech notamment, les facs du Texas, Texas Tech va pouvoir aller beaucoup augmenter, etc. Donc ces facs-là, ça amène aussi une vraie disparité de recrutement où Kent State, déjà, ils ne vont pas atteindre les 20 millions par an pour leur université et ils ne vont pas non plus aller chercher un collectif de boosters incroyable. Et donc, avant, tu te battais entre qu'est-ce que je peux rassembler comme anciens élèves de l'université qui vont me payer dans mon collectif, à qu'est-ce que je peux faire dans le collectif et également dans la partie salary cap, comment vous voulez l'appeler, mais ça va encore plus faire pencher la balance vers à la fois du Power 5 et à la fois encore plus dans le Power 5, le Power 2, donc la SEC et la Big Ten, avec potentiellement un peu quelques équipes de ACC comme Miami, etc., qui vont pouvoir courir après l'argent, enfin pas trop courir après l'argent. Mais là, sur le terrain, on va avoir une vraie différence de recrutement. Et donc, après, une différence de jeu sur le terrain où est-ce que c'est la fin limite des underdogs? Est-ce que c'est la fin de Appalachian State qui bat Michigan? Est-ce que c'est la fin de Northern Illinois qui va aller taper Notre-Dame? Ou est-ce que finalement, il y aura toujours ça? J'en sais pas. Moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, j'ai parlé de la... historiquement, il faut se dire que j'ai parlé du nombre de joueurs sous scholarship. Historiquement, c'était à 105. Et dans les années 80, il me semble, vous corrigerez pour ceux qui écoutent le podcast et qui ont la réponse, la NCAA a décidé de passer à 85. Et cette réduction a entraîné quand même une répartition plus équitable des forces dans les différentes facultés. Là, avec un retour à 105, j'ai peur aussi qu'on ait des rosters vraiment, vraiment cochons dans les grosses facs et que de l'autre côté, il y ait en fait une disparité de niveau encore plus importante. En fait, il y a pour moi plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte qui en fait entraînent qui font un effet boule de neige. Il y a effectivement le fait que l'année est arrivée, que maintenant les facs peuvent payer directement les étudiants à tête et le portail des transferts. Ces trois choses-là, mis bout à bout, font que il y a une disparité plus importante qui n'a jamais été en NCAA. Alors, qui n'a jamais vraiment existé, qu'on soit très clair. S'il y a bien un championnat qui est dans l'univers presque communiste, socialiste du sport américain, la NCAA faisait presque figure d'exception avec vraiment une disparité importante des moyens. Et là, ça va exploser, je pense. Ça va vraiment exploser dans un univers où les droits télé, il y a pareil une disparité très importante entre la Big Ten, la SEC et le reste des autres conférences. Donc voilà, donc ça va vraiment, vraiment s'accélérer dans un monde aussi où on ne sait pas comment le format du futur CFP, combien il y aura de places réservées pour les petites facs, entre guillemets, je mets des guillemets, vous voyez pas, mais je mets des guillemets dans ce que je dis. Donc voilà, donc c'est plein d'incertitudes, mais très clairement, à chaud, entre guillemets, les grands perdants, ce seront les membres des facs qui ne font pas partie du Power 2. Voilà. Alors peut-être que, comme tu dis Robin, Clemson devrait s'en sortir, Miami devrait s'en sortir, Florida State devrait s'en sortir. Voilà. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a quand même des programmes qui peuvent se faire du souci. Et il y a aussi une vraie question, c'est que je pense que les conférences vont changer justement, parce que je sais pas si on en a parlé, mais de où vient l'argent des 20 millions. En fait, c'est que les 20 millions, ils peuvent être donnés. Les universités ont la possibilité de donner les 20 millions, mais la NCAA, en fait, via les contrats publicitaires avec des conférences de type, la SEC, ils ont un deal avec CBS ou ABC qui vaut 3 milliards sur les 10 prochaines années. Et ça va être la répartition de cet argent-là. Il va être distribué aux joueurs et donc aux facs et ensuite aux joueurs. Mais donc, des facs qui ont moins de pouvoir de négociation en disant « Ok, mais moi, je suis Florida State, moi, je suis Clemson. En fait, je n'ai pas envie de me taper la CC ou la Big 12 ou peu importe pour ensuite ne pas avoir assez d'argent qui a alimenté dans mes 20 millions. » Et donc, je pense que ça redonne
un argument de poids aux gens qui ont peur de un autre réalignement des conférences où on aura un Power 2 avec SEC et Big Ten qui vont avoir Clemson va se retrouver en SEC, Florida State va se retrouver en SEC, en Big Ten, et on va se retrouver avec d'autres équipes. Et finalement, il n'y aura plus vraiment d'autres. Ce sera du Power 2 Power 2 avec le reste, le Group of 7, Group of 8. Et mine de rien, moi j'ai peur d'un réalignement dans les prochaines années. Un autre de toute façon, on sait que ça fait plusieurs années déjà qu'il y a beaucoup de programmes de la SEC de l'Atlantic Coast Conference qui rêvent de rejoindre la SEC. Ça fait plusieurs années qu'on nous parle de Clemson, Florida State, Miami. Donc je pense que effectivement, si les droits TV ne permettent pas à ces facs d'atteindre ce plafond de 20,5 millions, qui va continuer à augmenter, tous les ans, ce plafond augmentera. Donc et c'est sûr qu'elles vont chercher à aller ailleurs. Et le départ de ces facs-là vont aussi dévaluer, ça va avoir un double effet, ça va aussi dévaluer les droits TV de toutes les autres conférences, des conférences qu'elles vont quitter. Donc ouais, je pense que le truc, c'est qu'à terme, on se retrouve avec une ligue qui ressemblerait presque à une ligue professionnelle en termes de nombre d'équipes. Avec une quarantaine d'équipes en 2 conférences qui vont se jouer le titre tous les ans, et les autres équipes serviront pour le off-schedule. Puis ça se trouve, il n'y aura même plus de calendrier hors conférence, ils s'arrangeront entre eux, on ne sait pas, on peut tout imaginer de toute façon. Mais oui, c'est sûr que pour ce qui est la beauté du college football, d'avoir plein d'équipes, énormément d'équipes, et que toutes les équipes peuvent espérer avoir leur quart d'heure de gloire, même la plus petite, là j'ai peur que ça se réduise fortement. Qu'on soit très clair, c'est une mesure qui est favorable aux athlètes, d'une certaine façon. Il faut en parler aussi quand même. C'est bien qu'ils soient enfin payés, mais du coup. Et certains, d'ailleurs, il va être redistribué 2,8 milliards. Alors, je dois avouer que je ne sais pas qui va donner tout ça, mais aux anciens étudiants athlètes. Alors, c'est les conférences. C'est les conférences, ok. C'est les conférences, en gros. Vas-y, je t'en parlerai après. Finis ton live dessus. Donc voilà, donc il y a 2,8 milliards qui vont être redistribués aux anciens étudiants athlètes qui, eux, n'ont pas pu profiter de cette réforme. Donc voilà, donc ça c'est quand même plutôt positif, parce qu'effectivement, il y a aussi un côté, t'as été étudiant athlète avant 2020, tant pis pour ta gueule, et t'as été étudiant athlète après, tant mieux quoi. Oui, qu'on se garde. En fait, c'est ça que je suis un peu tiraillé sur cette mesure. Je suis content pour les athlètes parce que j'ai toujours. Alors ça faisait le charme de la NCAA d'avoir des athlètes amateurs, mais en même temps, quand tu vois l'argent qui était généré par leurs actions, par leur prise de risque aussi, mine de rien, être footballeur, c'est le risque de voir ta carrière s'arrêter sur une blessure et de ne pas avoir touché un seul centime de tout ce que tu as pu faire avant au sein de la fac. Donc d'un côté, c'est sûr que c'est une bonne chose qu'ils soient rémunérés, et je trouve que c'est normal. Maintenant, c'est sûr que ça va entraîner énormément d'inégalités entre les facs qui pourront se payer tout ça et celles qui pourront plus, et des inégalités qui existent déjà, on va pas fermer les yeux, ça existe déjà. Je veux dire, Alabama et compagnie ne dominent pas que depuis l'arrivée de la NIL, mais c'est sûr que j'ai peur que le pluralisme du college football se réduise de plus en plus dans le top de ce qu'on appelle le FBS. Ouais, et ça, je pense qu'il y a un vrai souci c'était nécessaire, mais c'est la perte de l'identité réelle. Donc il y a un souci aussi de gens qui vont arrêter le college football, notamment. Là, on en parlait un peu avec en off dans le podcast avec certains. C'est pas un spoil de dire que Baptiste est moins investi, Elio est moins investi, et Augustin est moins investi également, parce que le football qu'ils ont connu, ou à minima la NCAA en général, ça a perdu de son charme, et donc tu regardes pas tous les matchs, il y a des week-ends où tu n'es plus dessus, etc. Et tu n'as plus envie de prioriser ce sport et ce mode de vie, on va dire, en général, comparé à autre chose. Enfin, je sais pas, Baptiste, j'ai parlé un peu pour toi, mais c'est vrai que l'année dernière, tu disais que tu étais moins dedans.
Ah non, mais c'est sûr. Après, il faut être aussi droit dans ses baskets. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une honte totale que la NCA brassait des milliards et que voilà, Quand les- tu vois aussi la valeur que certaines équipes avaient, genre, tout à fait. et les mecs touchaient rien. Alors, effectivement, hein, ils sont aussi étudiants, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître dans certaines, je pense que dans certaines facs, voilà, c'est effectivement le cas. Mais dans la grande majorité, ils sont quand même athlètes avant d'être étudiants et que ce n'est qu'un juste retour des choses et que voilà, je pense qu'il faut quand même, ce sont des gens talentueux. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on les paye à la hauteur de leur talent. Voilà, donc on peut pas être non plus être partisan voilà, en tout cas être humaniste dans sa façon de penser et dire bah voilà, on sait quand même de la merde. Non, d'un point de vue sportif, effectivement, c'est une perte parce que la NCAA avait ce côté quand même très underdog avec voilà les plus de 130 équipes en FBS, voilà, il pouvait se passer des choses. On va le perdre, mais on gagne quand même des étudiants athlètes qui vont et même des athlètes tout court qui vont pouvoir aussi gagner leur argent et voilà, gagner leur vie correctement et même pour leur futur, etc. Même s'ils jouent pas en NFL, et ça c'est quand même plutôt cool, sachant qu'il y a quand même un paquet d'athlètes qui viennent de milieux souvent défavorisés, que ça leur permet quand même voilà, de gagner correctement leur vie. Et voilà, je pense que ça, c'est quand même une bonne chose. Après, pour voilà, Ouais. l'intérêt sportif, c'en est une autre. Voilà. Et C'est donc, très clairement les deux côtés de ma personnalité qui sont en contradiction totale. bah c'est un peu ça souvent, c'est que on a tous été d'accord, hein, même moi le premier, à dire la NIL c'est nécessaire. En ouverture, j'ai dit en 2021, c'était nécessaire que les joueurs ou joueuses hein, commencent à être payés alors qu'on utilise leur nom, leurs images, etc. En revanche, là par exemple pour la partie les universités peuvent payer déjà, je pense que c'est pour éviter également les abus de, comme je vous avais dit, les entreprises Ouais, ne payent pas, etc. faut arriver Et sur un meilleur contrôle, quoi. et pour arriver sur un meilleur contrôle. Donc, Baptiste, je reprends ton point sur les 2,8 milliards de dollars qui vont être versés. Donc, en fait, c'est quand House versus NCA a perdu, en fait, c'est 3 actions en justice. Donc, House versus NCA, c'est remonté. Il me semble que c'est la cour suprême, hein, enfin, c'est quand même une grande cour dans la politique américaine. C'est pas le juge de Béthune hein, qui a donné son accord. Hein. C'est vraiment un truc qui est monté très haut, qui regroupait 3 actions en justice. Donc House contre la NCAA, Carter contre la NCAA, Hubbard également contre la NCAA. Donc tout ça, ça va donner des compensations pour les athlètes qui n'ont pas pu avoir la NIL entre 2016 et 2021. Donc on n'est pas 2005, on n'est pas, on remonte pas super loin non plus. C'est que 2,8 milliards qui vont être versés pour les athlètes de division 1 uniquement. Donc, pour vous faire un peu les conditions, il faut avoir été un athlète qui a joué entre 2016 et 2021, toutes disciplines confondues, mais en division 1. Ça sera réparti en grande majorité aux joueurs de football du Power 5, SEC, Big Ten, ACC, Pac-12 à l'époque et Big 12. Également aux joueurs de basket masculin. Les autres sports et les autres conférences, ils toucheront des montants symboliques, en fait, ce que le juge a déterminé comme devoir être un montant symbolique. Je ne pense pas qu'ils vont toucher quand même un dollar symbolique, parce que ça serait quand même se foutre de la gueule du monde, mais ils vont toucher un montant qui sera moindre que les joueurs de football, du Power 5 et du basket. Ça sera symbolique. Le calcul, il va être basé sur les années d'éligibilité. Si tu as joué de 2016 à 2021 comme des athlètes qui sont super seniors, 3 redshirts médicales, bon, ils auront plus d'argent que celui qui a fait 2020-2021. Ça va être également basé sur leur temps de jeu et leur présence dans l'équipe active au moment des championnats. Donc, si toi, tu es walk-on et que tu as joué 25 secondes, tu as joué un snap et ensuite tu es rentré en garbage time, tu n'auras pas énormément d'argent. Ça va également être calcul basé sur des revenus potentiels qui auraient pu être générés. Notamment, par exemple, ce qu'on entend souvent le calcul à l'époque de « Ah, mais Reggie Bush, à l'époque, il aurait gagné 5 millions de dollars par an. » En fait, c'est potentiellement avec des calculs, non. Je pense que les juges ont le calcul, c'est qu'est-ce qu'ils auraient pu gagner à l'époque. Et donc voilà, c'est un peu les critères. Et si on donne un peu un exemple un peu fictif, hein, donc non officiel, un joueur de football qui était titulaire, on va dire un safety ou un linebacker
dans un Power 5 de 2019 à 2021, on va dire sur 2-3 ans, ça serait plusieurs dizaines de milliers de dollars. En revanche, un joueur de cross-country dans une petite fac qui a joué qu'en 2016, il recevra quelques centaines de dollars juste à titre symbolique. Le paiement, il sera réparti sur 10 ans jusqu'en 2035. C'est versé par la NCAA et les 5 conférences qui sont appelées défendantes. C'est qu'à l'époque, la NCAA, quand ils ont perdu, les conférences étaient alignées avec la NCAA au tout départ. Et donc, en fait, comme elles étaient du mauvais côté des perdants, c'est les conférences qui vont payer avec la NCAA. Tout ça, ça va être géré par un fonds d'indemnisation qui est indépendant, supervisé par un comité d'administration qui est indépendant également aussi. Et chaque athlète devra se déclarer pour prouver son éligibilité et donner. Donc, je pense que ça demande des frais d'avocat de prouver que tu mérites bien ce recours. Donc voilà, pour l'explication un peu légale. L'objectif, ça va être d'éviter quand même des fraudes, etc. pour tout ça. Mais bon, je dirais que c'est une miette, 2,8 milliards, ça paraît beaucoup. Mais sur ce que la NCAA gagnait en termes sur le dos des athlètes et ce qu'ils ont fait sur les 100 dernières années, bon, je ne dis pas qu'en 1905, et pas un joueur qui avait un vrai star power, mais sur les au moins les 50 dernières années, ils sont bien enrichis, donc ils peuvent être un peu généreux à ce moment-là. Mais là où je suis content entre guillemets, c'est qu'il y a peut-être une vieille tradition du college foot, enfin du sport universitaire qui va revenir. C'est le paiement sous le manteau, j'ai envie de dire, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les paiements de collectif nil au-dessus de 600 dollars vont être scrutés. C'est pas impossible qu'on revoie des trucs un peu genre un petit chèque qui passe de main en main dans le feutré. Alors blague à part, on sait pas trop comment va être ce contrôle, etc. On sait pas à quelle mesure les contrats vont être refusés ou pas. C'est encore un petit peu le flou qu'on soit très clair, sachant que voilà, cette redistribution, pardon, elle prendra effet le 1er juillet de cette année. Voilà, donc c'est demain, qu'on soit très clair. Donc voilà, donc il y a quand même quelques petites incertitudes encore qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, on est quand même au devant d'une révolution totale dans le monde du sport universitaire. Il y a quelques gagnants. Alors, je vais quand même donner un motif d'espoir quand même pour certains peut-être fans de NCAA au sens large du terme. Si votre équipe a une équipe de basket et pas d'équipe de foot, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense aux équipes de la Big East en basket. Là, c'est quand même plutôt cool pour eux parce que ils génèrent du revenu. Il n'y a pas le foot pour récupérer le pognon. Donc ça ira dans l'équipe de basket. Donc fan de Butler, Seton Hall et compagnie, Villanova, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Fan de gros programmes de college football, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Fan, désolé Maxence, de UCF, c'est un peu moins de bonne nouvelle pour vous. On est en Floride, le marché est pas horrible. En vrai, à jamais les premiers. En vrai, par contre, vous êtes fan de Wyoming ou de ces encore plus petites facs, là, ça va être dur. Hein. Ah, ça va commencer à être compliqué. Là, le 4 étoiles qui pop par hasard chez vous, vous l'aurez jamais de votre vie. Hein. Il va... Quand tu vas voir les propositions et s'ils l'ont, ils le garderont un an avant de partir, ailleurs. En fait, c'est ça, moi, je pense, ce qui va arriver, c'est que les très gros prospects, ça va être impossible que les facs locales, on va dire, aient une chance de l'avoir. Et donc, je pense que les gros programmes vont se surcharger en super joueurs. Et le phénomène qu'on voit depuis 2 ans maintenant que le portail transfert va s'accentuer, c'est-à-dire que les mecs qui vont devenir des stars dans les petits programmes vont transférer dès qu'ils peuvent dans les gros programmes, et les mecs qui vont pas réussir à s'imposer dans les gros programmes vont transférer dans les petits programmes, et on va avoir une espèce de cercle comme ça qui va s'accentuer. Et en fait, on va avoir un modèle professionnel comme en Ligue 1, quand un jeune joueur explose dans une équipe type Angers ou Reims et finit au PSG, et vice-versa, un joueur qui n'arrive pas à parfait à Marseille finit à Angers, tu vois. Et c'est un peu ça qui me gêne, en fait, on regarde pas le college football pour regarder un simili de sport pro, en fait.
Et même si je suis très content de voir les athlètes qui vont être rémunérés, le fait qu'on se dirige de plus en plus vers une ligue professionnelle qui va être de plus en plus réduite en termes d'équipe capable de faire des choses, de proposer des choses et même d'être suivi en fait, bah ça me gêne un peu et je comprends les gars qui suivent depuis encore plus longtemps que moi la perte d'aura que le college football est en train d'avoir, quoi. Je reviens, Baptiste, sur les sanctions en cas de non-respect. Donc, je regardais un peu dans le jugement. Maintenant, il y a c'est le juge qui a demandé la création d'un College Sport Commission, hein, le CSC, le compte son camp. Donc voilà, finalement, il y a des sanctions qui sont encore une fois à déterminer, mais ça se dirige selon si tu dépasses le plafond des 20 millions pour ta fac, des sanctions financières avec des amendes, des suspensions du personnel ou de l'équipe et des interdictions de participation à des bowls de post-saison. Ça, c'est déjà assez courant, Oui. déjà de base. En cas de non-respect de la limite des effectifs, il y aurait une possible invalidation des bourses si on est au-delà du seuil. Si on a maintenant 105 bourses et qu'on en fait 120 et qu'à un moment ils s'en rendent compte, on a 15 qui vont sauter. Des sanctions également administratives qui pourraient avoir lieu, et pareil de la post-season. Et finalement, la violation pour les contrats au-dessus de $600, ça pourrait être la suspension du contrat, la mise en surveillance du programme et potentiellement, c'est encore à discuter, à déterminer, mais des possibles conséquences sur l'éligibilité des joueurs ou des athlètes. De type, notamment, c'est pour éviter les contrats de oui, attends, tu fais un post Instagram et en fait, on te file 5 millions. Non, dans aucun. En fait, c'est que, mine de rien, à l'époque, je pense qu'il y a des contrats nils qui se passaient comme ça avant cette réglementation de contrôle. C'est que la valeur pour la prestation demandée de non-image d'utilisation de l'image était beaucoup trop grande. Aujourd'hui, pour vous donner des ordres d'idées, il y a des boîtes qui payent des influenceurs 500 000 euros pour des vidéos spécialisées à l'intérieur pour avoir vraiment leur nom, être des gérés publicitaires, etc. Parce qu'ils ont des vraies plateformes derrière. Quand Lena Situation, elle prend 500 000 balles pour faire un post sur des bougies, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont en récupérer 2 millions de bougies vendues. En revanche, quand le barbecue du coin ou j'en sais rien donne à Arch Manning ou n'importe quel joueur 500 000 balles pour un post Instagram qui dit j'ai bien mangé, est-ce que les retombées économiques sont là? Non. Et donc maintenant, il y aura un organisme, donc le College Sport Commission, qui va trancher, qui va dire ok, là, c'était au-delà de $600. Et en fait, l'utilisation de ton image et ta célébrité, elle n'est pas assez grande pour justifier ce prix-là, d'un point de vue comme si c'était un influenceur. Et donc, ça pourrait poser des problèmes d'éligibilité pour ces athlètes-là. Dire, frère, vas-y, tu prends pas 500 000 balles pour un post Insta ou une story quand, en fait, derrière, tu as 65 followers, quoi. Voilà, mine de rien, la partie sanction en cas de non-respect, c'est bien. elle est là. C'est plutôt. Je trouve que c'est sympa, bien hein. qu'ils encadrent tout ça au niveau des NIL et tout. Ça évitera peut-être les. Un peu la fois la saucisse quand même, hein, on avait l'impression. Hein. Ouais, au moins ça évite les débordements, choses comme ça. Donc ça c'est pas plus mal quand même. En fait, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans ces annonces. Hein. Non, très, très clairement, ça permet quand même de cadrer un peu tout ça et de Heureusement vraiment qu'il y a un mettre cadre, cadre parce que légal. sinon. Ouais. Après, on sait que booster et cadre légal, voilà, c'est pas forcément les meilleurs amis du monde, donc on va voir ce que ça donne. Mais Euh, surtout aux juste pour États-Unis, ils ont le petit truc marrant, c'est au moment où on enregistre, je vois que Oklahoma State vient de choper une recrue top 150 nationale. On a de la moula, voilà, ça fait plaisir. c'est ça. La recrue troll. Vous avez vendu l'argent de, je sais pas, vous avez vendu 4 montres, vous avez pu payer le joueur. C'est terrible. On a de la moula, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, on a beaucoup parlé football. Je propose qu'on parle un peu aussi quand même de l'impact que ça risque d'avoir, parce qu'on sait qu'on a des gens qui sont fans de sport tout court et qui parfois suivent aussi d'autres équipes. Ça va être quoi l'impact sur ce que je disais, Baptiste, au début, sur les sports qui ne rapportent pas?
est-ce que on peut avoir un risque de fermeture de certains programmes, de lutte, de natation, je sais pas, d'escrime ou des choses comme ça dans certains programmes? Si ça alloue tout sur, basket, football, par exemple? Ah très clairement, hein, là, j'ai vu qu'en fait, heu, il y avait des changements d'étudiants, enfin d'étudiants athlètes, du nombre d'étudiants athlètes admis dans les programmes et en fait ça va bouleverser un peu carrément heu, l'équilibre, hein, de ces programmes-là. Mais voilà, moi ça m'étonnerait pas de voir, la natation disparaître dans certaines choses, enfin le hockey, enfin le lacrosse, enfin j'en sais rien, plein de sports À qui un sont niveau national, quoi, à un niveau compétitif national. après où les forces seront dans quelque en fait, l'équilibre des forces disparaisse totalement et enfin, que les plus gros programmes restent dans les sports en question et que le reste, ça disparaisse, en fait, si vous voulez. Mmh. Alors c'est vrai que nous, on a tendance à se focus sur le football et le basket parce que c'est les sports qui sont les plus, populaires et les plus, présents dans les facs. Mais voilà, par exemple, je sais pas moi, le programme, je vais parler, pour Oklahoma State, le programme de soccer féminin, il est pas très bon. Ah, j'en sais rien, peut-être qu'à terme, il va disparaître. Alors ça sous-entend aussi avec le Title IX dont parlait Robin tout à l'heure que, un programme masculin disparaisse aussi parce que voilà, le but du Title IX, c'est qu'il y ait autant d'équipes, au moins autant d'équipes féminines que masculines dans les facs. Donc voilà, donc checkez un peu vos facs préférées et regardez, l'équilibre parfait Mais qui par existe. contre, le Title IX, c'est pas le fait de payer la même rémunération, hommes et femmes? Bah, alors, Non, le parce Title IX prévoit pas ça. Il prévoit, et aux États-Unis, ils ont vraiment un- un- une vision différente de la législation qu'on a en France. Par exemple, en France, on nous dit, OK, là, faut faire ça, 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 ça. Et si t'es pas dans ces 5 critères-là, bah, OK, t'es pas bon. Aux États-Unis, en Angleterre, globalement dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt l'esprit de la règle en disant, nous, on veut de l'égalité, faut que tu rentres, trouve un moyen de rentrer dans cet esprit d'égalité. Et le Title IX qui a pour but de donner une égalité des chances sportives aux athlètes féminines et du coup masculins, de dire, OK, il faut un même nombre de bourses, il faut un même nombre d'équipes sportives, etc. Euh, il faut qu'ils aient quand même accès à un logement, même si ce n'est pas le même logement. Il faut qu'ils aient accès à la cantine des athlètes, etc. C'est que avec ces 20 millions que tu vas pouvoir payer par université, si tu donnes les 3 quarts au foot masculin et tu donnes un quart au basket et tu donnes un cinquième au basket et ensuite le reste, voilà, il vogue avec les équipes féminines. C'est est-ce que les équipes féminines ne pourraient pas porter plainte contre les universités en disant la règle a été cassée d'égalité, on n'a pas reçu l'égalité des chances par rapport à ce qui a été donné. Donc, à la fois, il y a une vraiment possibilité d'abandon de certains programmes. Je sais pas, le bowling à Nebraska, visiblement, ils avaient fait un truc avec genre 1 million pour les vestiaires de bowling, peu importe ce qu'ils avaient fait. C'est est-ce que le bowling à Nebraska va disparaître parce que derrière, le basket féminin pourrait disparaître aussi. Est-ce que tu as des sports et donc je pense que l'impact, il n'est pas sur nos grands sports. Nos grands sports, ils vont s'adapter. C'est les petits sports. Est-ce que les petits sports vont passer en non NCA, notamment par exemple, je sais pas, les tournois de League of Legends ou la Ça, e-sport team de Oregon, je crois que c'est déjà plus ou moins le cas pour, elle est l'e-sport, en non et ouais, c'est ça, c'est qu'ils ouais, sont ouais. pas dans la NCA. Ils font un tournoi au nom de l'université, mais ils Il y a sont pas dans la il NCA. y a certaines conférences, genre la MAC ou autres qu'on leur conf d'e-sport et après tu as des conférences qui existent que dans l'e-sport, en fait. C'est ça. C'est un peu Et bizarre. c'est comme au hockey. Par exemple, Oregon a Regardez pas le d'équipe logo de d'ailleurs hockey. des Voilà. universités sur LoL, c'est très, très drôle, c'est les mêmes logos mais modifiés, bref. Ouais. Mais et enfin, voilà. et et de Vas-y, la même Baptiste. façon, Rob, pour aller un peu plus loin, ça touchera les sports, mais ça touchera aussi, tout le personnel qu'il y a autour, en fait. Parce que, une équipe sportive, c'est pas simplement une équipe Mmh. sportive, ce sont aussi des gens qui travaillent autour et c'est Oklahoma, hein, je crois, qui a annoncé, une réduction de 5 de son budget alloué aux assistants, au personnel administratif et cetera et cetera. Manager, tout ça. Donc en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'argent qu'on mettait peut-être ailleurs, alors peut-être que certains a été mis voilà, dans des infrastructures ou dans les poches de certains,
en tout cas, servait à payer quand même des gens d'une manière globale. Et bah, ces gens-là, il y aura peut-être un peu moins d'argent pour les payer aussi. Alors, ça sera peut-être à la marge, hein, bien évidemment, mais il faut être pragmatique aussi. Hein, je veux dire, il y aura des licenciements dans les pôles athlétiques, on va dire, des facs, je pense quand même à ce niveau-là, ça c'est quasiment certain. Exactement. Et je pense qu'avant, où tu pouvais avoir un staff qui était très engagé, tout le temps là, que tu pouvais payer tout le temps pour dire, en fait, regarde, nous, on est meilleurs que les autres parce que on va aller te chercher ton kebab à 3 heures du matin si tu en as envie. On va aller chercher ta mère à l'aéroport et lui faire vivre le week-end de rêve pour le recrutement. Et ben en fait, maintenant, ça va disparaître de l'expérience universitaire que tu pouvais vivre dans le recrutement où tu vas dire, OK, tu proposes combien? Combien que tu proposes? Et moi, je m'en fous que derrière le janitor, je sais plus comment l'homme de ménage ou l'homme à tout faire, il soit viré. Parce que en fait, moi, son salaire, c'est 20 000 balles. Moi, je veux bien les prendre annuellement juste pour faire un post Insta. Tu vois. Et c'est que ça va vraiment créer des disparités sociales également. Et je ne sais plus c'est l'avocat des défendeurs de la NCA. En fait, j'ai oublié son nom, j'avais vu passer dans un article. C'est que l'avocate qui défendait la NCA, puisque la NCA était contre ça, c'était les joueurs contre la NCA. L'avocat de la NCA a dit, en fait, on va faire une législation pour 1000 personnes qui va en impacter genre 200 000. Et c'est vrai, c'est que tu fais une législation pour dire qu'il faut payer le top 1000 joueurs parce que, bah oui, certainement, il faut les faire venir, ils ont beaucoup. Mais ceux qui n'étaient pas les inconnus, on va dire, que ton programme, ton walk-on, je sais pas, ton physio qui était là, qui va plus avoir de travail parce que le programme va fermer, etc. Et ben, ça, encore une fois, c'est que pour les 1000, tu as impacté 200 000, 300 000 personnes. Je trouve que c'est un joli mot de conclusion, entre guillemets, Romain. J'ai une autre. Moi, j'ai quand même une deuxième. Est-ce que vous voyez des solutions, un futur où. Ouais, puis je voulais juste parler d'un problème qui ne concernera pas le football, mais qui concernera notamment beaucoup le basket, et notamment le basket français et européen. Avec le fait que je fais un petit aparté rapidos, hein, mais si vous avez vu, en football, bon, il n'y a qu'un seul pays et de toute façon, si tu veux aller en NFL, il faut que tu ailles en college football. Mais pour le basket, il y a beaucoup de clubs européens qui craignent la très grosse concurrence des universités américaines qui vont pouvoir payer les jeunes joueurs beaucoup plus que peuvent le faire dans leur centre de formation ou dans leur équipe senior. Et donc, on risque aussi, pour ceux qui suivent beaucoup le basket, d'avoir une exode des très gros prospects européens qui avant jouaient en club, hein, comme Luka Doncic qui est passé par le Real ou Wembanyama qui a fait Nanterre, Villeurbanne et Paris. On risque d'avoir ces joueurs qui vont partir directement pour l'université américaine. Donc, mais attends, ça va aussi avoir un impact sur le paysage du collège basketball et du basketball européen dans ce qui concerne la formation des jeunes. Il n'y avait pas un sujet sur comme quoi les athlètes étrangers ne pouvaient pas être payés, notamment avec c'était Zach Eddy. C'était pour la NIL. C'était pour la NIL, mais là c'est différent. Mais même il y avait eu des réformes. Hein. Effectivement, moi je me souviens Rob, mais Zach Eddy, c'était à Purdue. Non, c'était Zach Eddy qui était à Purdue je pense qu'il devait toucher quelque chose hein, parce que quand tu vois Illinois où ça fait 5 ans qu'ils ont quasiment que des étrangers, je caricature un peu, hein, désolé pour les fans du Fighting Illini, mais non, mais je pense que ça a sauté assez vite. Mais comme toi, j'avais lu ça. Et là, c'est sûr que de toute façon, là, c'est plus le cas du tout. C'était Mba aussi qui disait il était passé dans 2 nuits avec, là, je me souviens regarder, et il disait qu'il pouvait pas toucher de NIL parce qu'il était athlète étranger. Mais je crois que la rémunération, donc la nouveauté, va concerner tous les athlètes, quelle que soit la nationalité, puisque le basketball français, il y a eu des articles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, s'inquiètent vraiment du fait que maintenant les universités américaines vont vraiment pouvoir attirer les jeunes prospects français dès 18 ans, quoi. Ouais. Et vous voyez une solution, je sais pas. Moi j'en ai une en tête, mais est-ce que vous, il y en a. Vas-y. Non, mais peut-être parler avant. Peut-être que ça se moi, j'en ai pas vraiment, en fait. J'ai l'impression moi non plus, donc peut-être tu auras des idées, Rob. En fait, ça va être trop dur. En fait, ça va être dur de réguler à partir du moment où
À partir du moment où les droits TV de la SEC et de la Big Ten sont, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, donc je veux dire une bêtise, mais 10 fois supérieurs aux droits TV de la MAC ou de la Sunbelt, en fait, ça va être très compliqué de réguler tout ça. En fait, moi, je parle pas forcément de réguler, je parle de niveler un peu le niveau, parce que c'est vrai que là, on n'a pas arrêté de dire, effectivement, les gros programmes, ils vont être encore plus gros et les petits vont être encore plus petits. Et cette fracture, un peu, ce gap, moi, c'est pas l'idée du siècle, mais c'est pas non plus, je pense, à oublier. C'est que on sait que ça se dirige vers une professionnalisation. Pourquoi pas, est-ce que on voit les 3 étoiles qui sont devenus très bons dans une petite fac, qui ensuite vont aller chercher des millions Signer un en contrat qui île. Et te en fait, garde dans signer un contrat, pas forcément signer un contrat, mais de dire, OK, moi Kent State ou moi, Bowling Green, j'ai formé ce gars-là, il est parti, il a signé un contrat, et ben moi, je récupère un pourcentage comme un transfert, mais de dire, en fait, moi, je récupère je récupère des joueurs, enfin, pas des joueurs, mais de l'argent, où je vais pouvoir aller repérer des joueurs, enfin, repayer des joueurs aussi. Avoir une meilleure répartition basée sur, je parle que du transfert portal, mais de dire, OK, moi je suis Kent State, je suis Bowling Green, je suis une petite fac, et ben en fait, j'ai quand même le droit à 5% de ce qu'il a eu, parce que sans moi, il n'y aurait pas progressé. Un peu comme il y a des contrats au foot où, OK, Varane, il signe je sais pas où, où ben en fait, Lens récupère une partie, puis sa première fac, enfin son premier club formateur récupère aussi une partie. Et je parle pas de transfert payant entre les joueurs, de dire OK, vas-y, moi je vais t'acheter ton joueur, mais plutôt de dire ah, OK, en dédommagement, tu me payes ouais. une somme. Ou Ou alors avoir en dédommagement, tu me files un joueur, tu vois. Ouais, ou alors avoir une sorte de quand le joueur signe chez toi, il appartient à ton programme athlétique et donc s'il veut transférer, l'équipe, en face doit racheter une partie du contrat Ah, au fond, c'est ou déjà un peu enfin ce qu'ils font. ouais. Quand tu signes ta Mais lettre d'intention. c'est vrai que c'est vrai que je suis d'accord, je te rejoins, le fait que les facs qui perdent le joueur récupèrent quelque chose en échange de la perte de leur joueur, ça permettra un petit peu déjà de pas avoir des pertes gratuites, on va dire. Là, je pense il va y avoir un cas très intéressant à suivre ces prochains. Alors, je vais pas dire, j'ai dit semaines, mais je pense que ça va se compter en mois, voire en années. C'est Wisconsin qui vient de porter plainte contre Miami pour du tampering contre Xavier Lucas, le safety, où Wisconsin dit que Xavier Lucas avait signé un contrat entre guillemets sur plusieurs années envers la fac et que Xavier Lucas l'a cassé de façon unilatérale après du tampering de la part de Miami. Donc ça serait assez intéressant à suivre si, en cas de ce cas-là, est-ce que Miami va être obligé de payer une certaine somme à Wisconsin pour de déménagement, de transfert, comme tu disais Robin et comme vous disiez Robin et Maxence. Et peut-être que ça fera jurisprudence d'une certaine façon et que ça entraînera effectivement un paiement entre guillemets d'une fac à l'autre en cas de transfert d'une fac à une autre. Ça peut être aussi le début de quelque chose, j'en sais rien. Alors dans ce cas-là de Xavier Lucas, il y a aussi la notion de tampering. Hein, pour ceux qui connaissent pas le tampering, c'est en fait le fait de prendre attache et de draguer entre guillemets un joueur qui est déjà sous contrat entre guillemets avec quelqu'un d'autre et qui est pas interdit hein, tout simplement. Donc voilà, donc ça sera à suivre. C'est tombé il y a pas si longtemps que ça, quasiment il y a en début de semaine dernière ou fin de semaine dernière, je ne sais plus. En tout cas voilà, ça sera à suivre, voir les répercussions que ça pourrait avoir. Ouais, Eh je ben, pense aussi Ouais, vas-y, Maxence. aussi, bon, c'est pas vraiment un lien avec la rémunération, mais d'avoir une seule fenêtre de transfert aussi. Ça permet parce que je trouve d'avoir 2 fenêtres de transfert, donc une fenêtre qui s'ouvre dès la fin de la saison régulière et une autre qui s'ouvre au printemps, ça peut vachement déséquilibrer les équipes, la réparation, tout ça machin, où tu peux avoir des cas absolument ubuesques comme ce qu'on a eu avec Yamal Leava et Aguilar qui fait App State, qui arrive à UCLA et puis qui est même pas resté 2 mois et qui est parti à Tennessee. Je pense qu'aussi avec ces systèmes de rémunération, donc le fait que les joueurs peuvent vouloir bouger de plus en plus dans leur carrière et tout, d'avoir aussi qu'une seule fenêtre de transfert au moment où la saison est terminée et pas pendant les bowls par exemple, juste après, ça pourrait aussi réguler un peu plus et calmer un petit peu le bordel que sont les 2 portails des transferts, je trouve. Maintenant, on verra si ce sera mis en place ou pas, mais Ouais, mais ça pose vraiment. Je pense que là, on peut conclure sur le sujet. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble déjà. On a bien regardé les tenants et aboutissants et on a surtout soulevé beaucoup de questions. Je ne sais pas
si vous êtes rendu compte, mais on a tellement de questions parce que Ouais. la NCAA elle-même a énormément de questions. Tout le monde personne en fait ne sait ce qui va arriver. Il n'y a pas un gars qui a la réponse. Et je pense que c'est comment est-ce que l'environnement va s'adapter. Est-ce que les équipes vont s'adapter? Qu'est-ce qui va niveler? Quels sont, comme Baptiste le dit, des procès qui vont avoir lieu entre des équipes, des procès entre des programmes à l'intérieur du programme, entre le programme féminin de volleyball qui va aller dire mais moi je méritais aussi plus d'argent que tel autre sport, etc. Donc je Programme pense de que volleyball, champion de conférence, qui veut dire pourquoi le programme de foot qui est en 2-10 là depuis 4 ans là, mine de rien, on est bien d'accord. Le gros du sujet, c'est que on a essayé de clarifier au moins le pourquoi du comment et ce qui va s'en venir un peu dans le prochain mois. Après, maintenant, ça reste beaucoup de questions. Ça va vite, le college football va très vite, hein, mine de rien. Les 4 années qu'on vient de vivre en termes de changement sont assez folles. Hein, si on se retourne en arrière, depuis, c'est quoi qui a déclenché? C'est le début. Ouais, c'est quand les athlètes s'étaient mis en grève avec le Covid et tout là pour la reprise, en disant qu'ils s'étaient pas assez bien protégés. Ils ont commencé à s'organiser. Et puis derrière les réalignements d'Oklahoma, Texas. T'as l'impression que les dominos n'arrêtent pas de tomber et que ça va continuer, quoi. Exactement. Et comme dirait si bien dans Game of Thrones, le chaos, c'est une échelle. Il y en a qui vont monter, il y en a qui vont descendre. Mais sur une conclusion peut-être en 2 mots, est-ce que vous êtes peur, vous êtes excité? C'est quoi un peu vos sentiments? Moi, c'est vrai que on a beaucoup parlé factuel, mais là, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous dites merde, mais ma fac, elle va descendre? Enfin, moi, je parle pour toi parce que je sais que la mienne, elle va pas descendre. Mais est-ce qu'il y en a qui Ah, les bâtards. non, mais c'est ça. Respectez. Est-ce que vous êtes, je sais pas, c'est quoi vos sentiments, Maxence et Baptiste? J'adore ce sport. J'adore tout ce qui est autour des programmes, ce qu'ils appellent le paganisme. C'est les traditions, hein, je crois, la traduction, plus ou moins. Donc, je pense que je vais quand même continuer à regarder. Je pense pas que je vais me détourner de ça. Maintenant, d'un côté, je suis très content pour les athlètes parce qu'ils sont payés et je pense que tout travail mérite salaire, en fait, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu inquiet sur la qualité du produit qu'on va nous servir. Ce qui m'a fait kiffer dans le college football, c'est la pluralité et j'ai peur qu'on se dirige vers un resserrement de ce qui va être mis en avant et tout. Donc, ouais, je suis mitigé. Je pense que mon amour du college football et du football américain continuera, mais ce sera plus la même façon de consommer. Et ouais, pour ça, ouais, mitigé, puis en même temps un peu curieux de voir comment ça va se passer parce que comme on a dit, on ne sait pas vraiment ce qui peut arriver par la suite. Baptiste? De mon côté, moi je pense que c'est un système qui va finir par péter à la tronche je pense, de certaines facs et de certaines conférences. J'en reste intimement persuadé parce que ce qui fait la beauté du college football, c'est sa profondeur. Et si on zappe la profondeur, on zappe un peu tout. Et puis après, je m'en fous, moi. Je pense qu'il y a plein de façons de vivre le college football, de le consommer. Ça s'arrête pas au Power 2, ça s'arrête pas à FBS, il y a l'FCS. Enfin, vous connaissez mon amour pour la Ivy League, bien évidemment. Donc voilà, donc je pense que je consommerai différemment. Je continuerai à regarder Oklahoma State, je continuerai à regarder mes matchs d'Ivy League. Mais voilà, je pense que mais je suis quand même inquiet sur vraiment le virage pognon que prend quand même tout ça. Parce que je pense que le fait de payer les étudiants athlètes, c'est une chose, mais en fait, ce qui arrive avant, c'est l'aspect grid hein, des conférences et des facs, etc., etc. Et que ouais, cet aspect un peu on va dire, Icar, hein, voler trop près du soleil, au bout d'un moment, on se brûle les ailes. Donc, je sais pas si on n'en est pas un peu là quand même au college football, à suivre. Et moi, je vais finir comme Baptiste le dit. C'est vrai que soit tu vas regarder si on fait un parallèle avec le football européen, soit tu milites pour la Super League et tu as envie de regarder que la Ligue des Champions et que des gros matchs, tout en oubliant les Lorient-Rennes, les Lorient ou j'en sais rien, mais avoir des matchs un peu Les Pau Lyon bientôt, hein, les Pau Lyon, les Pau Lyon, effectivement. Globalement, c'est ça. Ça va être qu'est-ce que ta consommation va donner. Et c'est vrai que le spectacle des plus petits en sera moins beau.
je pense, en termes de qualité de produit sur le terrain. Mais on va quand même se régaler avec les traditions de fac qui vont rester là. Ouais. Et je pense que l'attachement, en fait, va rester là parce que il y aura toujours des anciens, il y aura toujours toute la tradition autour. C'est qu'on n'aura plus des énormes match-up, des énormes upsets, on va dire plutôt. Ouais, voilà, c'est ça, c'est mais sur ça le point. on aura quand même, en fait, on va quand même kiffer. Et des petites facs, elles vont kiffer contre d'autres petites facs. Et c'est comme quand tu vois le club de Santi Cazorla là, qui remonte en Oviedo. Olvedo. En fait, derrière, la ferveur dans la rue, elle est pareille parce qu'ils sont montés. Bah là, je pense qu'on aura des ferveurs différentes. Mais voilà. Et puis oui, mais parce qu'Oviedo a le droit de monter et a le droit après d'aller se frotter au très gros de la Liga. Et moi, peut-être qu'un jour, il y aura un système de montée-descente en NCAA. Ouais, et moi, ce que j'ai peur, c'est que les petits programmes soient plus invités, tu vois, même en faisant une saison de fou, soient plus invités à la fête de fin, à la petite récompense et tout, que des saisons comme UCF 2017 ou même plus récemment Boise State ou même Tulane quand ils tapent le USC de Lincoln Riley et Caleb Williams au Sugar Bowl, que ce soit plus possible. Et ce serait dommage que. Après, Jean-Baptiste aussi, je pense que les gens, au bout d'un moment, en auront marre de voir tout le temps les mêmes match-ups, tout le temps les mêmes programmes mis en avant et que c'est possible aussi que ça se mette la gueule comme ça. Bon, on verra. Ouais. Après, oui, on continuera à regarder nos matchs. Si t'es fan, tu continues à regarder. Ouais. Et pour finir sur les mots d'un grand homme, la SIA, j'adore. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Exactement. Merci en tout cas à tous les trois pour cet épisode qui était dense et plutôt cool à enregistrer. Le programme pour The Trick Play dans les prochaines semaines, on va se voir pour les previews. Alors on sait pas trop, pas tout à fait honnête avec nous, on sait pas encore trop dans quel format il sera. Mais voilà, on va présenter tout ça tranquillement et puis voilà, on lancera l'année. Et puis College Football 26 qui sort le 10 juillet, donc il y aura sûrement des streams qui seront proposés par ceux qui prendront le jeu. Étant propriétaire d'un PC, je n'aurai toujours pas le droit d'y toucher, mais bon. Puis la saison, ça va arriver vite, hein, mine de rien, les summer camp. Et puis on est à 2 mois du kick-off, la week 0, avec le match en Irlande entre Kansas State et Iowa State. Le Farmageddon en Irlande, ça aussi, le college football évolue. Si ça, c'est pas un signe que le monde part en cacahuète, je sais pas ce qu'il y a au fond. Allez. Merci en tout cas, et puis à plus pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde.